Alors aujourd'hui, on va refaire un petit point sur le Bitcoin et sur tout ce qui s'est passé sur cette clôture de vendredi sur les marchés et qui pourrait impacter énormément Bitcoin. Et avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu peux toujours nous rejoindre dans le Discord, donc le lien sera dans les commentaires ainsi que dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre pour pouvoir partager avec moi ainsi que d'autres traders investisseurs. Tu pourrais y retrouver toutes sortes d'informations très utiles pour ton aventure trading ou investissement et également toutes mes vidéos quotidiennes ainsi que toutes mes ressources. Ça me ferait énormément plaisir également si tu pouvais laisser un petit like, un petit commentaire et t'abonner. Et si tu veux que j'analyse pour la prochaine fois un actif de ton choix, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc revenons à notre sujet sur Bitcoin. Donc on s'était arrêté la dernière fois, je vous ai fait un petit point très rapide sur le marché, donc sur une vue weekly. Donc avec ce retour sur la moyenne mobile ici, la EMA 13, qui a servi de support, qui a fait son travail. Et on va revenir sur un plus petit time frame. Et voilà, on avait revu donc cette structure en M ici, qui annonçait potentiellement euh, une perte quand même de dynamique haussière, un retournement ici avec une reprise un peu plus baissière. Mais suite à cette clôture, ici on a une belle déviation, on a réintégré directement la neckline et on a eu notre rush ici dans notre reload zone. Et actuellement, il se passe quelque chose auquel je m'attendais un petit peu. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait qu'avant même que notre divergence ici se confirme, on a eu notre structure sur le prix. Donc, j'avais parlé qu'avec un point de vue très agressif, il était possible quand même d'avoir une petite préférence pour ce genre de position. Donc, si on a un profil agressif, bien que la divergence soit présente, mais seulement potentielle, mais qu'on ait la structure derrière, bon, c'est compréhensible qu'on puisse prendre un trade ici. Néanmoins, le marché a continué de se développer. On est venu plus tard confirmer cette divergence. Donc, quand on repère ici, hop, on fait un plus bas sur le MACD, tandis que le prix ici faisait un plus haut. Donc, je vais vous le remettre pour bien le voir. Hop, je vais le remettre en grand. Donc, on peut voir évidemment ici, donc comme je l'ai dit, on fait un plus bas tandis que le prix continue de faire de nouveaux plus hauts. Donc, ça indique vraiment qu'on a une perte de momentum, que le prix perd en force et qu'on peut s'attendre potentiellement à un retournement ou bien du moins au minimum à une consolidation pour dire que les acheteurs ne sont plus aussi puissants et que le marché a besoin d'une petite pause pour souffler et savoir ce qu'il veut faire. Et dans ces moments-là, il peut être possible que les vendeurs se remontent agressifs lorsque les acheteurs se reposent pour essayer de retourner un prix. C'est comme si, en fait, j'étais footballeur, donc on joue contre l'équipe adverse. L'équipe adverse, c'est tout simplement les acheteurs. Donc on va dire que les acheteurs foncent, sprintent tout le long du terrain pendant 90 mètres et arrivaient proche du but ou arrivent aux 90 mètres. Bon voilà, ont besoin de respirer, de reprendre leur souffle. Donc c'est un peu ce truc avec la dynamique ici qui s'épuise sur le sprint en fait, si on peut garder la métaphore. Et tout simplement, cette équipe va devoir se mettre à souffler, à respirer, parce qu'elle a besoin de reprendre son souffle, de retrouver un bon momentum, donc d'être en forme à nouveau. Et il est possible donc soit de voir le prix consolider si vraiment les acheteurs ne décident pas de contre-attaquer. Donc ça peut être par exemple l'autre équipe qui décide de reprendre la balle et en étant tranquille, repartir dans l'autre sens. Ou alors si les acheteurs bien bien qu'ils soient fatigués, arrivent à lutter contre les vendeurs, euh, créer une sorte de consolidation. Donc là, on consolide pas mal. Donc les vendeurs restent quand même pas si présents que ça, bien que on ait souvent quand même des rejets au niveau de cette neckline ici. Premier rejet avec une forte mèche derrière, mais qui a été racheté. On a tenté de repasser et d'un coup, boum, grosse bougie rouge. On essaie de revenir ici, là, paf, les vendeurs agressifs. On revient là, les vendeurs sont de nouveau agressifs. Donc, on dirait que les vendeurs essaient quand même de protéger cette petite zone, mais qu'ils n'arrivent pas à faire plus que ça, en fait. Ils protègent juste, ils n'arrivent pas à baisser le marché.
et c'est plutôt une bonne chose pour les acheteurs. Donc, on avait anticipé un potentiel objectif de 50% du mouvement. Mais voilà, les vendeurs, en tout cas, ne sont pas au top. Sur le volume, on a des petits pics ici de volume comme vendeur, mais pas suffisant pour marquer vraiment un gros réveil de leur part. Donc, comme je l'ai dit, on est venu seulement plus tard confirmer cette divergence. Donc, vous pouvez voir ici le M se dessiner. Ici, on a notre neckline du M, donc pour venir confirmer la divergence, qui se fait seulement ici lors du break. À ce moment précis, ici, donc à 14 heures, on valide la divergence et seulement après, idéalement, on voudrait trouver donc une structure comment dire, encadrer le short. Donc si j'étais plus prudent et si j'étais intéressé par le short sur Bitcoin, j'aurais plutôt envisagé ce genre de position, donc avec ce plus gros M ici, bien que, comme vous pouvez le voir, on n'a pas vraiment de cassure franche de la neckline, bien que en plus, bien que celle-ci dépasse un petit peu, mais voilà, se fait sur un volume quand même assez faible. Donc, c'est dire que les vendeurs ne sont pas vraiment très très motivés apparemment. Peut-être devrons-nous attendre lundi l'ouverture donc des bourses pour revoir le marché reprendre du volume et ainsi de suite et choisir cette direction. Mais en tout cas, pour le moment, on tient très très bien et c'est plutôt bonne chose. Bonne chose pourquoi? Parce qu'on lutte dans cette reload zone, on consolide. D'ailleurs, on essaie alors petit à petit d'instaurer des lots qui ne refont pas de plus bas. Donc là, on faisait des plus bas ici, ici et ici. Mais maintenant, on essaie de garder des plus bas toujours un peu plus haut. Et ça peut être bonne chose, tout simplement parce qu'on est à un peu moins de 5 000 $ de la TH. Donc à 112 000 $. Et on pourrait, pourquoi pas, envisager ce genre de scénario où les vendeurs n'arrivent pas à reprendre la main, les acheteurs luttent et finissent par y arriver. Dans ce cas, on pourrait peut-être envisager un AB est égal CD. Donc je vais changer plutôt la couleur pour mettre quelque chose de plus distinct. Et auquel cas, si notre lot actuel est le bon plus bas, on pourrait mener faire un AB est égal CD et un objectif à 116 000 $. Ce qui serait du coup un nouvel atterrage pour Bitcoin et qui pourrait donc fortement confluer avec, avec d'autres objectifs qu'on avait depuis bien longtemps, avec ces ratios donc, les 10.16 donc, qui viennent de l'analyse du BYOB ici des 5,08 venant de cette structure-là, donc de notre tête-épaule inversée qu'on avait en 2023, voire même fin 2022. Et on avait également donc les 5,08 ici qui confluent avec ce W de cette structure qu'on avait ici un peu en wedge, en pont, en biseau, comme vous voulez l'appeler. Avec cette cassure ici, donc on a fait un beau W. Et du coup, si on reprend les 5,08, ça nous mène aussi à 116 000. Et ça nous fait une très grosse confluence dans les 115, 116 000. Donc je pense que ça va agir un peu comme un aimant en fait, ou du moins peut-être pas forcément un aimant, mais que si on réalise un nouvel ATH, pour moi c'est presque logique qu'on vienne tester ces niveaux. Et qu'en tout cas, on risque d'avoir un peu de résistance sur ces niveaux, que ça va un peu agir comme un effet de résistance à plus court terme. Alors, peut-être que la weekly va pouvoir passer au travers très rapidement. Mais si on zoome sur le price action qui va être ici en weekly, si on se met sur du 1 heure, je pense qu'on va avoir le droit quand même à des petites parts voilà, de consolidation sur ces niveaux, de structure, pour repartir peut-être. Mais en tout cas, ces niveaux vont être intéressants à suivre et à voir ensuite l'évolution parce qu'on a quand même d'autres objectifs par derrière. Donc on peut reprendre aussi les 10.16 du W ici à 180 000, mais ça on n'y est pas encore. Mais en tout cas, des objectifs, il y en aura. On pourra s'en dessiner très aisément. D'un point de vue weekly, on peut même, pourquoi pas, parler aussi d'AB est égal CD également ici, par rapport à cette consolidation ici en biseau. Auquel cas, cela
nous mènerait, je pense qu'on ne doit pas être très très loin quand même de l'objectif, ouais, voire même qu'on y est en fait. Et du coup, c'est peut-être pour ça justement qu'on consolide aussi. Ah bah oui, parce que j'avais le CD de Tracé ici, mais en version Fibo. Donc oui, je suis bête, il était présent. Mais voilà, c'est pour ça qu'on consolide aussi ici, c'est pas étonnant. On était sur ce qu'on appelle une PRZ, donc une Potential Reversal Zone. Donc pour les traders harmoniques qui connaissent très bien cet acronyme, c'est tout simplement une fois l'objectif trouvé de la BT égale CD, et bah cette PRZ va pouvoir potentiellement servir de zone de retournement. Donc pour les traders en weekly, on va peut-être potentiellement chercher à trouver, hormis cette localisation, à chercher des signaux sur le momentum, des divergences peut-être, qui pourraient favoriser le setup de short. En tout cas, voilà, moi ça m'étonne pas du tout qu'on trouve des vendeurs dans cette zone, qu'on trouve un peu de bataille entre les deux, puisqu'on est quand même sur une zone où on consolide très logiquement. Mais on est très très proche d'un nouvel ATH et ça c'est très bon signe pour Bitcoin. Donc si les vendeurs ne se montent pas plus que ça, il n'y a clairement aucune raison pour laquelle Bitcoin n'ira pas faire un nouvel ATH, d'autant plus qu'on est quand même dans un cycle propice à ça, puisqu'on est quand même dans la part des cycles de 4 ans où on est en général dans la période de hausse, voire après d'euphorie. Et ce qui était très intéressant à noter, donc j'en ai fait aussi un tweet sur Twitter, je l'ai posté également dans le Discord. Je parlais de Ibit. Donc Ibit qui ce vendredi 27 juin, donc hier, euh, avait une expiration d'option. Et le strike price des 61 $ était le strike où il y avait le plus d'open interest dans les calls, donc 55 000 d'open interest, et 12 456 d'open interest dans les puts. Donc c'est les deux plus gros OI de chaque côté qui se retrouvent sur le même strike price. Et là, c'était très intéressant pour Wall Street pour se remplir les poches. Comme je l'ai dit, ça ne m'aurait pas étonné qu'on vienne vraiment garer le prix entre 60,90 et 60,99 $, juste en dessous des 61 $, pour vraiment pouvoir toucher le gros lot pour Wall Street. Moi, ça a été le cas. Bon, on a été un peu plus profond, on était à 60,72, mais je pense pas que ça change grand-chose pour eux. Puisque du coup, vu que côté calls, on a expiré sous le strike price, donc sous les 61 $, on a expiré les options out the money. Donc les vendeurs de call, qui sont très souvent Wall Street, encaissent 100% de la prime, tandis que les acheteurs du call, du coup, perdent leur prime. Donc c'est-à-dire que les acheteurs de call à 61 $ ne vont pas exercer leur droit d'achat. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas rentable pour eux, parce que s'ils activent leur droit d'achat à 61 $ tandis que le prix est à 72, bah, en fait ils sont en perte automatiquement, donc ils vont préférer ne pas activer leur droit d'achat. Et au contraire, tout simplement, voilà, je donne ma prime. La prime, c'est tout simplement ce que tu payes pour acheter le call. Et voilà, je perds juste ça. Donc très souvent, Wall Street sont les vendeurs de call, sont ceux qui les font. Et donc on achète souvent à eux les calls sur les options. Et Wall Street, du coup, va toucher les primes de ces acheteurs qui n'ont pas pu exercer leur droit d'achat. Et côté put, bah, c'est aussi une victoire pour Wall Street d'un autre angle. Pourquoi? Parce que du coup, ces puts sont expirés donc in the money. Donc c'est-à-dire que les détenteurs ont choisi d'exercer la vente de leurs puts. Donc ça veut dire que les vendeurs de puts vont devoir acheter l'IBIT à 61 $ alors qu'il vaut 60,72. Donc il y a une petite perte latente de, voilà, de 28 cents, 28 ouais, centimes, 28 cents par contrat. Mais sauf que derrière, voilà, bien que Wall Street se situe là et ont une petite perte latente, bah pour eux c'est pas trop grave parce que du coup comme s'ils sont vendeurs de puts, c'est eux qui l'ont écrit, qui l'ont créé. Donc les acheteurs de puts payent une prime et donc Wall Street va toucher cette prime. Et en fait, leur gain, ça va être tout simplement la prime moins la petite perte latente. Donc je pense que Wall Street reste quand même très bénéficiaire là-dessus, puisque selon la prime touchée par contrat, admettons que la prime soit de 50 centimes.
Donc la prime, elle va beaucoup dépendre de beaucoup de facteurs, donc c'est un peu ce qu'on appelle le modèle Black-Scholes. Ça dépend comment vous le prononcez, Scholes. Heu, Simplement cette prime va dépendre de beaucoup d'éléments sur les options, donc que ça soit le strike price, l'échéance, la volatilité, surtout la volatilité implicite. Ce point-là va fortement, impacter le prix de la prime et d'autres éléments encore, mais qui sont un peu moins importants comme, les taux et cetera ou les dividendes. Mais, voilà, admettons que Wall Street touche, par, un contrat, 50 centimes, mais qui derrière perdent 20 centimes, alors 28 centimes avec cette perte latente. Ça leur fait quand même un gain de 22 centimes par contrat, donc il reste quand même gagnant. Donc dans tous les cas, Wall Street est gagnant grâce, au fait que le prix de Ibit se soit garé dans cette zone-là et que, du coup, gagne grâce aux calls avec leurs primes et également sur les primes des puts. Et c'est pour ça que je pense que Bitcoin, bah, forcément n'a pas fortement bougé, pardon. J'avais la vue sur les bougies, mais n'a pas forcément bougé tout simplement, bah, parce qu'il était nécessaire pour Wall Street de venir garer le marché proche, d'ici, de cette zone des 61 de strike, pour éviter donc premièrement, bah, d'activer, les calls. Parce que si les calls, dépassent 61, ils auraient été perdants. Donc, si on dépasse 61, on aurait été plus haut, donc Bitcoin aurait forcément également suivi. Il y aurait eu tout simplement, l'arbitrage entre les 2. Donc, Bitcoin serait venu se ranger peut-être proche des 108 000 ou même plus haut si on aurait dépassé, notre plus haut également sur Ibit. Mais il n'a pas été trop bas non plus pour éviter, bah, tout simplement de perdre, du côté des puts. Donc, que cette différence entre prime touchée et perte latente, reste positive pour avoir un gain. Donc, Bitcoin s'est rangé au même endroit qu'Ibit forcément, a suivi un peu, là où les institutionnels ont voulu ranger le prix et c'est pour ça que, Bitcoin se range et forcément maintenant derrière on est le week-end. Le week-end, beaucoup moins de volume, beaucoup moins de personnes présentes. À une époque, j'aurais souvent dit que quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Mais c'est vrai qu'au fil des années, Bitcoin a un peu moins tendance à faire des galipettes le week-end quand il n'y a plus personne. Vous savez, je ne sais pas si vous avez été là pendant les dernières années, même quand c'était 2018, 2019, 2020. Très souvent, quand le marché clôturait sur le traditionnel, et bah, on avait souvent Bitcoin en fait qui prenait, un peu ses aises. Donc admettons qu'on finisse, une clôture, voilà, tac et là on clôture comme ça. Je vais changer de couleur maintenant. OK, on va dire que ça, c'est la semaine. Et bah, arrivé le week-end, on pouvait voir Bitcoin, voilà, faire des trucs, assez chelous, ou faire une énorme baisse, tac, pour ensuite, bah, revenir à son prix, initial, quand les institutionnels reviennent en mode: «Bon, c'est bon, les bêtises sont finies, papa est revenu à la maison, on reprend les choses sérieusement» et on revient tout simplement comme ça et puis on resuit, un un cours un peu plus, agréable et tradable. Mais très souvent, le week-end, c'était un peu propice, un peu aux conneries, donc c'est un peu moins le cas maintenant. Très souvent, le marché se calme un peu plus le week-end pour, laisser place, à l'arrivée, des institutionnels, en début de semaine. Mais, mais voilà, donc moi, j'ai un petit exemple qui me contredit quand même sur le week-end dernier. Donc on était, vendredi ici, tac, le marché a fortement baissé sur le week-end et l'arrivée tout simplement des institutionnels le lundi, on est venu retourner le marché pour revenir à son prix un peu initial et ensuite on retravaille, correctement toute la semaine. Mais voilà, on a souvent ce genre de mouvement le week-end, donc soyons pas surpris tout de même si ce week-end on a un gros mouvement peut-être et que, il soit pas durable parce que peut-être qu'on va essayer de chercher un nouvel ATH, faire les fous et lundi, les institutionnels vont revenir, ils vont dire: «Bon stop les conneries, on va refaire ça là proprement et si on veut un nouvel ATH, on va faire ça, de manière, réglo». Mais enfin, en tout cas, Bitcoin est quand même dans une belle, configuration pour essayer d'aller chercher des nouveaux prix plus hauts. Ils ne lâchent pas, les vendeurs ne prennent pas la main et ça, c'est plutôt très, très bonne chose.
En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette petite vidéo sur Bitcoin. En tout cas, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit like. N'hésitez pas à commenter si vous avez une crypto que vous voulez que j'analyse ou une action, peu importe. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut.